Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de reprendre un petit peu notre historique des médias et on va parler de l'histoire de la radio en France. On l'avait déjà un petit peu évoqué dans la vidéo précédente et on va essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Alors déjà, la première chose, c'est que pour bien comprendre l'histoire de la radio, il y a une chose qu'il faut absolument retenir, c'est que la radio, depuis le tout début, depuis le 19e siècle en fait, c'est toute émission de signal sur le territoire français relève de la compétence exclusive de l'État. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est l'État qui a le monopole d'émission de tout signal radio sur le territoire français. Personne n'a le droit d'émettre sans l'autorisation du gouvernement. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et d'ailleurs, ça doit vous rappeler ce qu'on avait vu sur les journaux quand on avait vu que le premier journal, la Gazette de M. Renaudot, avait été créé sur l'autorisation express du cardinal de Richelieu. Donc il y avait déjà un monopole au temps de Louis XIII sur l'édition de journaux. Eh bien, au XIXe siècle, fin XIXe siècle, début XXe siècle, on retrouve exactement la même chose. Il y a un monopole, une autorisation à avoir si on veut émettre sur le territoire français. Alors déjà, déjà il faut le justifier un peu, ça se comprend, hein. On imagine bien que l'État n'a pas très envie que n'importe qui puisse émettre, faire des émissions sans avoir l'idée de pouvoir contrôler ça. C'est toujours en fait cette nécessité qu'on a vue dans la presse pour le gouvernement de toujours vouloir contrôler, avoir la main mise sur tout ce qui est diffusé, sur les informations qui sont diffusées à l'égard de l'opinion. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête pour bien comprendre la suite. Ensuite, alors, historiquement, pour la petite histoire, la première liaison radio, d'ailleurs à l'époque on n'appelait pas ça encore vraiment de la radio, on appelait ça de la TSF, c'est-à-dire du télégraphe sans fil. TSF, c'est l'acronyme de télégraphe sans fil. Donc la première liaison TSF, elle a lieu en 1896, à 3 km au large de l'Angleterre. Hein. C'est une expérience par un monsieur qui s'appelle Monsieur Marconi, hein, qui va laisser son nom dans l'histoire d'ailleurs de la science. Voilà, donc la radio, c'est clairement un média du XXe siècle. 1896, c'est la toute fin du XIXe siècle. Hein. La radio va naître avec le XXe siècle. Alors au début, ça va tout doucement bien sûr. Hein. En 1921, la seule radio qui est en France, enfin la seule émission qui est en France, c'est que tous les jours, à partir d'un poste d'émission qui est situé tout en haut de la Tour Eiffel, il y a un sapeur-pompier qui grimpe et puis qui va lire les prévisions météo et les cours de la bourse. Voilà, ça se limite à ça. Et du coup, donc, la seule radio qui émet en France, elle émet quelques minutes par jour, c'est tout. Voilà. Et puis, petit à petit, ça va se développer. Et dans les années 1928, 1929, hein, donc après la Première Guerre mondiale, on trouve en France 14 stations de radio privées, voilà, qui ont donc une autorisation provisoire d'émettre de la part du gouvernement. Mais tout ça, ça reste encore quelque chose de très anecdotique. Hein. Très très peu de gens écoutent la radio encore à cette époque-là. Parmi ces 14 stations privées, il y en a une, la principale, qui s'appelle Radio Paris, et qui va être rachetée en 1933, donc un peu avant la Seconde Guerre mondiale, qui va être rachetée par l'État, et qui va devenir l'antenne nationale, c'est-à-dire la radio officielle, en quelque sorte. Du coup, pour la financer, l'État met en place la redevance radio, qui deviendra aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui sous le nom de redevance audiovisuelle et qui sert à financer, qui est un impôt en fait, qui sert à financer les médias publics. À cette époque, elle ne sert qu'à financer que cette seule antenne nationale. Et pour compenser le fait que l'État finance
cette radio publique, eh bien, l'État autorise, le gouvernement autorise les autres stations, les quelques stations, autres stations privées, à recourir à de la publicité pour se financer. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais on a vu le rôle important que joue aujourd'hui encore la publicité dans les médias, donc il faut savoir que ça, déjà à cette époque-là, hein, voilà, ça existe déjà. Alors après, là où la radio va vraiment devenir importante, c'est plutôt entre 1933 et 1939. Donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que la radio va commencer à se développer. Pas tellement en nombre de postes, hein, puisque en 1939, juste au moment de la déclaration de la guerre, il y a 41 millions d'habitants en France et il y a 5 millions de postes récepteurs. Donc vous voyez, c'est pas lourd, hein. Mais quand même, ça commence à se répandre. Donc au début de la guerre, il commence à y avoir une famille de temps en temps qui possède un poste de radio. Il faut dire qu'à cette époque-là, les postes de radio, c'est un meuble. Alors, donc je disais, de 1933 à 1939, la radio va commencer à se diversifier. Jusqu'à présent, on avait vu, ça servait surtout à diffuser la météo, quelques actualités, quelques informations. Entre 33 et 39, les programmes vont se diversifier. On va voir apparaître des feuilletons radio, hein, donc qui sont l'équivalent des séries aujourd'hui à la télévision, c'est-à-dire une sorte de roman qui est raconté, une sorte de pièce de théâtre en quelque sorte radiophonique, hein, où on suit les péripéties de personnages d'émission en émission. On appelle ça un feuilleton. À l'époque, on n'appelait pas ça des séries, on appelait ça des feuilletons. On va voir apparaître aussi ce qu'on appelle la radio-crochet, les émissions de radio-crochet. Alors, les émissions de radio-crochet, c'est tout simplement l'ancêtre de The Voice, en fait. C'est des émissions de radio qui se font dans les villages, dans les villes, et où les gens viennent faire des concours de chant. Voilà. Et puis, ceux qui remportent le concours, déjà connaissent un moment de célébrité à la radio, qui sont donc diffusés. Et puis, il y a il y a des récompenses aussi. Voilà. Donc ça aura beaucoup de succès. Voilà. C'est l'ancêtre de The Voice, on pourrait dire en quelque sorte. On voit apparaître des émissions de jeux, des émissions humoristiques. Les émissions, on voit apparaître une émission comme Les Incollables. Je la cite parce que c'est un peu l'ancêtre des grosses têtes ou des grandes gueules aujourd'hui. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc des émissions voilà, de débats un peu humoristiques. Donc on voit dans ces années-là, donc juste avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la radio qui prend un petit peu la forme qu'elle connaît un petit peu aujourd'hui en termes d'émissions. Même si je le rappelle, à l'époque, il n'y a encore qu'environ 5 millions de postes récepteurs en France. Après, on a vu, on a déjà un peu parlé du rôle important que va jouer la radio pendant la guerre, hein, puisque la fameuse Radio Paris, donc, qui est devenue une radio nationale, eh bien en fait en 1940, hein, donc l'armée française a perdu, signe l'armistice, les Allemands envahissent la France, et vous avez dû voir dans vos cours d'histoire que la France est coupée en deux zones, nord et sud. La zone nord étant la zone occupée, hein, par l'armée allemande, et la zone sud, la radio qui reste, qu'on appelle la zone libre, mais qui en fait est juste pas occupée par les Allemands, mais est quand même sous le contrôle du gouvernement de Vichy, qui est un gouvernement collaborationniste, qui collabore avec les Allemands, hein. Donc libre, c'est tout à fait relatif. Voilà. Donc, Radio Paris, elle, comme son nom l'indique, elle est à Paris, donc elle est en zone nord. Donc elle va être complètement contrôlée par l'occupant allemand. Ça va devenir la radio de propagande allemande. Et puis on l'avait vu à la même époque, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais on l'avait vu, il y avait aussi à la même époque Radio Londres, qui émettait donc sur les antennes de la BBC, qui était une radio tenue par des résistants français qui avaient gagné Londres, et qui profitait des antennes de la BBC pour encourager les Français à la résistance, pour organiser la résistance, pour
lancer des messages. Voilà. Alors cette radio était souvent brouillée, donc on l'entendait très très mal, parce qu'il y avait des sortes de sifflements, de crachotements, voilà, qui étaient dus aux stations de brouillage allemandes qui essayaient de brouiller le signal. Mais ça permettait quand même de communiquer, d'organiser la résistance avec les fameux messages personnels en début d'émission de la fameuse émission Les Français parlent au français, ou qui étaient des messages codés qui permettaient aux résistants de savoir quand aurait lieu telle livraison d'armes, tel parachutage, qui permettaient de faire passer donc des informations de la résistance. Et puis jusqu'à la fameuse émission qui va annoncer le débarquement de Normandie, avec ce fameux message sur Radio Londres, les sanglots longs des violons de l'automne, je sais pas quoi, mon cœur d'une longueur blesse mon cœur d'une longueur monotone, quelque chose comme ça, qui est un vers de Verlaine, je crois, il me semble, voilà, qui est en fait un code pour annoncer le débarquement des troupes alliées en Normandie. Voilà. Alors bon, j'insiste pas là-dessus, mais du coup, forcément, à la fin de la guerre, la radio est devenue, du coup, le mode d'expression médiatique le plus important. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un peu regardé les ordonnances de 1945, de 44, pardon, et de 45, à la Libération, on a vu qu'il y avait des ordonnances, des lois qui avaient été prises par le gouvernement provisoire, et que ces lois, elles organisaient les médias. Eh bien, dans les ordonnances qui vont essayer d'organiser les médias, l'indépendance des médias, eh bien, il y en a une, celle du 26 mars 1945, qui dit que la radio est le mode d'expression le plus large et le plus puissant, et que donc il faut garantir l'indépendance de cette radio par rapport aux financiers étrangers, par rapport aux idéologies totalitaires comme le nazisme, etc. Et donc cette ordonnance de 1945, elle renforce encore le contrôle de l'État sur le monopole de la radiodiffusion. Alors, pour autant, est-ce que ce monopole, il est complètement respecté? Eh bien non, pas du tout en fait. Pas du tout parce que on a vu apparaître assez vite des radios qu'on va appeler les radios périphériques. Alors la périphérie, vous savez ce que ça veut dire. Les radios, la périphérie, c'est ce qu'il y a autour. Donc, puisqu'on n'a pas le droit d'émettre sur le territoire français, puisque seul l'État a l'autorisation, peut donner l'autorisation d'émettre sur le territoire, eh bien, en fait, on va voir rapidement, dès les années 30, arriver des radios qui vont installer leurs émetteurs autour du territoire français. Notamment en Allemagne, en Allemagne, en Andorre, à Monaco, enfin tout autour du territoire français. Pardon. Ces radios, vous en connaissez certaines parce que certaines sont devenues très célèbres depuis. Vous avez Europe 1, qui va émettre, qui en fait au départ n'est pas une radio française, mais qui va émettre, enfin qui est une radio à destination de la France, mais qui émet depuis la Sarre, qui est une région de l'Allemagne. Vous avez RMC, Radio Monte Carlo, qui, comme son nom l'indique, émet depuis Monaco. Vous avez Sud Radio, qui émet depuis la principauté d'Andorre, par exemple, pour ne citer que les plus célèbres. Donc en fait, ce sont des radios qui ont pignon sur rue, qui sont pas du tout des radios pirates, qui sont des radios relativement officielles, mais qui, quelque part, contournent la loi parce que la puissance de leurs émetteurs leur permet de couvrir une grande partie du territoire français, mais tout en échappant à la loi française, puisque leurs émetteurs principaux se trouvent juste à la frontière, en dehors du territoire français. Alors ça va poser bien sûr problème au gouvernement, qui va avoir du mal à accepter ça. Et donc, quelle va être la solution qui va être trouvée? Eh bien, c'est qu'en fait, l'État, comme il ne veut pas intervenir légalement pour interdire ces radios,
il va simplement chercher à en prendre le contrôle. Il va en chercher à en prendre le contrôle économique, et ça c'est important à comprendre, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de contrôler un média. Une façon qui est de l'interdire, de l'autoriser, etc. Ça c'est la méthode un peu coercitive, un peu forte. Mais il y a une autre façon, c'est tout simplement de participer à son financement, de l'acheter, hein, et d'en devenir le patron. Donc l'État va créer des sociétés, notamment la Sofiérad par exemple, hein, aussi par l'intermédiaire de l'agence Havas, aussi la fameuse agence de presse dont on avait parlé dans un cours sur la presse. Eh bien ces sociétés, elles vont, comme ce sont des radios privées, ces radios périphériques, ces sociétés, elles vont acheter des parts, des actions, qui sont des sociétés d'État contrôlées par l'État français. Elles vont acheter des sociétés nationales, elles vont acheter des parts dans ces radios privées et donc, du coup, indirectement, les contrôler. La Sofiérad va acheter des parts dans Europe 1 et va rentrer au capital d'Europe 1, et Havas, et à RMC, et à Sud Radio. Pardon. Je vous assure, pour l'instant, c'est pas le Covid-19, c'est juste une petite toux passagère, pourvu que ça dure. C'est juste un chat dans la gorge. Et donc, Havas, elle va rentrer, là c'était Havas, donc va rentrer au capital de RTL. Donc ce ne sont pas des radios, on va dire, clandestines, hein, ce sont des radios, d'ailleurs, elles sont plus écoutées pour certaines que que les radios d'État, hein, que Radio France, hein, puisque la radio d'État va devenir Radio France. Elles ont souvent plus d'écoute que... Mais simplement, leurs émetteurs sont... Elles ont parfois des bureaux à Paris, d'ailleurs, hein, mais leurs émetteurs sont en dehors du territoire français. Et ces radios, bah, comme ce sont des radios privées, bah, elles se tirent la bourre entre elles, hein, parce que forcément, elles tirent leur argent uniquement de la publicité, des revenus publicitaires. Donc, on l'a vu et on l'a dit et redit, plus on a d'auditeurs, plus on a de revenus publicitaires, plus on gagne d'argent. Donc, le but de ces radios, c'est vraiment d'avoir le maximum d'auditeurs. Donc, elles vont se concurrencer, hein, et notamment... Radio Luxembourg, en fait, qui est le nom de RTL, hein, jusqu'en 1966, propose un peu des programmes un petit peu d'avant-guerre, on va dire, des programmes un petit peu vieillots. Eh bien, l'arrivée d'Europe 1, d'Europe, va secouer un petit peu les habitudes. Europe va adopter un ton un petit peu plus jeune, hein, notamment en matière d'information et d'animateurs radio. Et à partir des années 60, va créer des émissions comme Salut les copains, des choses comme ça, qui sont des émissions musicales pour attirer un petit peu plus d'auditeurs. Et donc, ça va un peu bousculer les habitudes et ça va obliger les autres radios périphériques à se rajeunir un tout petit peu. Voilà. Mais elles restent contrôlées, ça reste encore une fois des radios contrôlées par l'État. Donc, en fait, hein, la situation... en fait, de la radio en France, qui va durer jusqu'en 1981. Officiellement, c'est un réseau de services publics, de radio publique, donc, fort, qui, dans les années 60, va se décliner de la façon suivante: France Inter, France Musique, France Culture. En gros, toutes les stations de radio qui commencent par France sont des radios officiellement d'État, des radios de services publics financées par les impôts, en tout cas par l'État français. Et puis, il y a trois principales radios privées qui sont dites périphériques, hein, RTL, Europe 1 et RMC, qui, elles, sont financées par la publicité. Donc, les programmes de Radio France sont des programmes qu'on va dire un peu austères, c'est-à-dire assez sérieux, hein, voilà, qui s'adressent à un public un peu âgé, un peu sérieux, aux pères de famille, on va dire. Et puis, les radios périphériques qui, comme je le disais il y a un instant, vont essayer d'offrir des programmes un peu plus distrayants, d'informations à chaud, plus de dialogue avec les auditeurs et de musique de variété. Mais ça reste quand même des radios relativement, on va dire, sérieuses. Et on va voir que par la suite, d'autres stations vont se créer, qu'on va appeler des radios pirates, celles-là, qui vont venir un peu bousculer tout ça. Ça sera la suite d'une autre séance. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, apprécié.
Et ben, je vous dis à très bientôt.